Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcana FR. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va très très bien. Première vidéo à 2 sur cette chaîne. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, etc. Si vous ne nous connaissez pas, on fait des vidéos à la base sur Magic, puis sur plusieurs TCG. Et vu que les vidéos Lorcana, ça vous a plu, et bien du coup on a fait une chaîne dédiée. Comme ça, tous ceux qui veulent voir que du Lorcana, vous avez cette chaîne qui vous est dédiée et ça régale. Ouais, on va traiter de l'actualité, de la deck tech, des reviews spoilers, de la collection, ouverture de boîte, vraiment tout ce qu'on peut imaginer autour de l'Orcana. Et ça aurait pris beaucoup de place sur la chaîne multi-TCG, donc autant faire une chaîne principale dédiée à ça. Voilà, n'hésitez pas à anticiper la confiance si la vidéo vous plaît et mettre le pouce bleu, c'est une formule qu'on a inventée pour notre chaîne principale, l'anticipation de confiance. Mettez votre pouce bleu dès le début de la vidéo et au pire, si la vidéo vous a pas plu, vous l'enlevez. Vous le reprenez. Voilà. Il n'y a pas de galère. C'est juste prêté pour l'instant. On vous le rend. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tournoi Lorcana l'Octogone, qui est le plus grand tournoi recensé de Lorcana en papier, donc en jeu physique. Il y avait 128 joueurs à ce tournoi-là. On a ici ce qu'on appelle le metagame breakdown, c'est-à-dire la répartition des decks dans le top 8, avec aussi leur pourcentage de win rate. Alors je sais pas si le win rate des matchs mirror a été enlevé. Ouais. On n'a pas l'information. C'est mieux pour avoir une data plus claire. Un match mirror fait forcément 50%. Voilà, donc ça veut dire que votre win rate au global, par exemple pour Amber Steel ou pour Ruby Amethyst, plus les decks s'affrontent et plus le win rate tend à aller vers 50%. Donc voilà, attention, c'est de la data, mais il faut savoir la lire et l'utiliser. Pareil, on n'a pas d'écart type sur ces pourcentages. L'écart type, ça permet de donner une espèce de moyenne de pourcentage en fonction du nombre de parties qui est joué. Je vous donne un exemple. Par exemple, le deck Saphir Emerald, et ben en fait, il a fait 64% de win rate, mais il y avait visiblement que 5 joueurs dans la salle. Donc à eux, ils ont dû compiler peut-être que 10 ou 15 games. Ce qui fait que l'écart type de ce pourcentage-là devrait se situer plutôt entre 30 et 80%. Ce qui fait que c'est une donnée qui est très peu fiable. Ouais. Alors que s'il y a eu énormément d'Amber Steel et donc du coup énormément de games joués, bah peut-être que là l'écart type il est plutôt entre 53 et 60%. C'est ça. Et ça c'est super important quand vous analysez de la data. Il n'y a pas que le pourcentage qui compte, il y a aussi le nombre de games et l'échantillon qui est pris en compte. Je le précise parce que comme ça je le repréciserai pas dans toutes nos futures vidéos et ça vous permettra d'analyser un petit peu mieux ce qui se passe. Même si du coup les futures seront vues par d'autres personnes qui n'ont pas vu celle-là. Mais bien sûr que si. Mais si. Mais bien sûr que si. Attention, vous avez aimé cette vidéo, vous regarderez les prochaines. Oui. Au pire, j'en repasserai un petit coup. Mais dès que tu parles de stats, si tu fais pas ce disclaimer-là, bah, entre guillemets, tu fais pas le job. Oui, bien sûr. Du coup, les deux decks les plus représentés, aucune surprise. Ruby, Amethyst, Control. Enfin, c'est pas précisé Control, parce que là, c'est tous les decks Ruby Amethyst. S'il y a quelqu'un qui a joué Ruby Amethyst aggro, difficile de jouer autrement. Ça compte dans ce pourcentage-là. Ouais. Mais on suppose du coup que c'est plutôt des decks Ruby Amethyst Control qui ont été joués. Et là, par contre, il y a plusieurs versions différentes. Il y a deux versions de Amber Steel. Il y a notamment la version Song, du coup avec Stitch, etc. On chante des chansons. Une version un peu combo. La version midrange, avec moins, enfin pas le pack des créatures à 1, etc. Plutôt un peu costaud. Le pack Disruption, justement, qui est censé attaquer Ruby Amethyst. Qui va attaquer Ruby Amethyst et qui sera un peu plus faible contre les decks aggro. Mais bon, vu le pourcentage, notamment de représentation et de win rate, ça s'est pas trop mal passé pour ceux qui jouent Amber Steel. Et on voit du coup le top 8. Alors attention, ça c'est juste les 8 personnes qui sont qualifiées dans cet ordre-là. C'est pas les gagnants. Parce que par exemple Zundo qui a fini deuxième à l'issue des rondes, n'a pas fini deuxième, n'a pas fait un final au classement. Il a perdu en quart de finale. Du coup, on a ça, on voit qu'il y a 4 Amber Steel dans le top 8. Un Emerald, Saphir, merci. Ouais, j'ai du mal. En fait, je veux dire les couleurs de Magic, mais non, ça ne marche pas. Le Ruby Amethyst, l'Amethyst Emerald, très intéressant, qui perd beaucoup, notamment sur les tournois américains. De plus en plus. Que j'ai testé, que vous pouvez retrouver sur la chaîne en gameplay d'ailleurs. Et c'est bizarre à jouer, mais ça marche. Alors, vous allez le retrouver, mais après cette vidéo. Donc ça arrive. Ah, et c'est pas encore sorti. Eh oui, ça arrive. C'est pas encore sorti, ça arrive. Voilà. Et un ramp du coup un peu belle contrôle, Amethyst Saphir, qui a fait une belle perf aussi, hein, franchement, parce que c'est pas très représenté comme archétype. Très intéressant. Et je sais pas si on peut le voir ici, voilà, il y a 6 personnes dans la salle qui l'avaient, donc vraiment très peu joué, et ici en top 8. Là, on a l'arbre du coup,
de qui a affronté qui, si jamais ça vous intéresse. Ce qui a gagné, c'est Amber Steel version mid-range, et la finale, c'était contre Ruby Amethyst, contrôle. C'est ça, donc c'est Lance Stark le gagnant. Maintenant, C'est on ça. va regarder toutes les decklists et les commenter très très rapidement. Je commence par la liste de Lance Stark, donc du coup le gagnant, qui joue Amber Steel mid-range, la version très proche de Ducky. Ducky, c'est qui? C'est le top 1 ladder sur Pixelborn, c'est lui qui a créé ce deck-là. C'est un deck qui a été fait pour justement répondre à Ruby Amethyst, qui était le deck tier 1 dominant du format, et ça passe par l'enlèvement du pack combo Stitch et de tous les drop 1, et l'inclusion de cartes de disruption telles que You Have Forgotten Me et la Beast, qui sont des cartes de disruption d'un côté pour casser les objets de Ruby Amethyst et de l'autre pour attaquer la main, et donc du coup le card advantage du deck adverse. La liste, elle est très très proche de ce qu'a proposé Ducky, à exception près que Lance Stark a été peut-être un petit peu peureux face au deck très agressif. Ça peut se comprendre, et donc du coup il avait des Fire the Cannon dans son deck, 3 Fire the Cannon. À titre personnel, j'ai toujours du mal avec les cartes qui s'ancrent pas par rapport au nombre de cartes ancrables et les ratios, et il a cuté dans certaines cartes comme Ants, qui normalement était présent en 4 exemplaires. Il a cuté aussi dans une chanson qui permet de reprendre une créature du cimetière dans la main, mais qu'il a comblé par la présence de Hades. Il a enlevé aussi un petit Cerbère par-ci par-là, et un petit Smash. Ça s'entend, il a rentré plus d'interactions, donc il peut enlever une interaction en termes de Smash. Et ça donne une liste qui est vraiment très adaptée sur des tournois compétitifs pour justement aller taper Ruby Amethyst, qui était le deck le plus présent. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que si t'es un peu timoré face à aggro et que tu joues des Fire the Cannon, tu te retrouves avec des cartes mortes et non ancrables contre Ruby Amethyst, notamment avec Fire the Cannon. Je pense que c'est une concession qu'il a accepté de faire parce qu'il a très peu de cartes non ancrables dans le deck. Il n'y en a que 9. Les Gravure Sword, Fire the Cannon et les Hades. Alors que généralement les decks en ont entre 13 et 16 à peu près c'est ça. de cartes non ancrables. On va dire que donc, il n'y a pas le souci de savoir qu'est-ce que j'ancre, machin, parce que il y a très peu de chances d'avoir des mains où il te reste que des cartes non ancrables et ne pas pouvoir caster tes haut drop. D'ailleurs, il y a très peu de haut drop dans la decklist. T'as une application à Fire the Cannon contre Ruby Amethyst, c'est que Ruby Amethyst il blesse pas tes créatures, parce qu'il sait que s'il blesse tes créatures, Rapunzel fait piocher des cartes. Et donc les joueurs qui jouent bien ne blessent pas tes créatures, ils attendent juste de faire du 1 pour 1 ou alors des anti-bêtes de masse. Ils vont pas laisser les créatures fragilisées sur le board. Fire the Cannon, ça permet de blesser tes propres bêtes, et donc du coup théoriquement pour un mana de draw 2, quand t'as une Rapunzel à mettre à côté. Donc c'est pas vraiment mort. On essaye de rentabiliser la carte comme on peut, mais voilà, si vous affrontez pas beaucoup de decks aggro, que votre méta est très Ruby Amethyst, vous pouvez vous dépatouiller de cette carte-là. Sinon, liste tout à fait classique et très puissante. Ouais, ça a bien marché, ça a gagné. Et a gagné, bien joué à lui. Le finaliste également, j'essaie de vous centrer ça avec le pseudo Midazo, qui a fini deuxième, Ruby Amethyst Control. Assez classique. Pas vraiment la base quand même des Magic Broom avec Mickey, qui ne fait pas totalement consensus. Alors, même si de plus en plus. Au début, c'était beaucoup joué. Après, ça a totalement disparu. Après, les Américains ont juste remis Magic Broom. Et là, dans les derniers tournois, notamment en Amérique du Nord et notamment par des gens très très forts à Magic comme Zan Sayed qui sont mis à l'Orcana, maintenant il y a 4 Mickey, 4 Broom. Ah, donc maintenant, aux États-Unis, c'est régu quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Au début, ça a été joué. Après, c'était pas joué. Après, on jouait que les Magic Broom. Et maintenant, Zan Sayed, lui, il est revenu avec 4 Mickey, 4 Broom. C'est un joueur quand même qui a fait assez consensus à une époque sur Magic. Bon joueur de Magic. On peut faire entre guillemets confiance à son expérience. Donc voilà, je sais pas exactement où me placer sur cette histoire de Mickey et Magic Broom. En tout cas, c'est des cartes qui sont importantes pour pouvoir remélanger des cartes de votre cimetière dans votre deck, ne pas mourir à la fatigue et surtout pouvoir entre guillemets rejouer vos payoffs. Ça donne de la résilience au paquet d'avoir cet engine là. Notamment contre aggro, on voit qu'il y a aussi les 4 Archimèdes et 3 Befuddle qui sont là surtout contre aggro. Donc il attendait peut-être beaucoup plus ça. Dans la méta, il a réussi à c'est jusqu'à la deuxième place, donc il a eu raison. De Ursula, par contre, qui sont de moins en moins joués, notamment sur les tournois américains, au profit de 4 Elsa plutôt. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'ancrables late game cher dans le deck. Niveau des objets, c'est du classico. Il n'y a pas le chaudron que certaines listes jouent. Et Goofy, par contre, ça, de tête, il n'y a pas tout le temps. Hein. Ça, c'est un peu une tech contre le mirror. Alors, en mirror. Ça, c'est des techs de mirror parce que ça évasive, ça demande une gestion. Là où ton oppo en mirror, il n'a pas envie de gérer cette carte-là, il a envie de gérer tes payoffs. Il y a des listes qui tournent aux États-Unis avec 4 Goofy et 4 Pongo. Donc, les gens jouent 8 cartes évasives, même un peu trop, peut-être. C'est les nouvelles techs parce que Ruby Amethyst est très populaire. Là, il a pris un peu l'entre-deux. C'est une carte qui est ancrable, donc ça reste acceptable. Par contre, il joue 2 Mickey Mouse et ça, pour le coup, c'est
je veux pas très jouer non plus. Mais j'aime bien la tech, vu que c'est ancrable, ça peut être un peu gratuit, et en mirror, ça peut permettre de prendre l'avantage de l'or assez rapidement, Ouais. quoi, en late game. Parce que Donc sinon, voilà. ça se fait tuer. Sinon, liste à peu près classique, il a juste des ratios qui sont un peu personnels. Ouais, de Dragonfire. Il a que 2 Dragonfire. Les gens cut beaucoup là-dedans quand tu vas rajouter des ancrables, notamment des Ursula, Ouais. ou alors des chaudrons, on en parlait avant la vidéo. Ça se fait aux États-Unis aussi d'avoir que 2 Dragonfire. Moi, Ouais. ça me fait un peu peur. J'aime bien Goofy contre aggro aussi. Alors, certes, ça coûte 5, mais en fait, souvent, c'est une carte qui va tuer 2 bêtes. Ouais. Et c'est toi qui choisis, puisque comme c'est insaisissable, l'adversaire aura du mal à la chercher. Ouais, Donc tu ton vas Goofy, pouvoir- il va tuer une bête, et ensuite, la plupart du temps, tu auras le loisir de choisir ce que tu vas tuer, ou tu peux Je l'aurer. trouvais ça bizarre d'implémenter des Pongo et des Goofy dans cette staple de bonnes cartes, alors Ouais. que ce sont des communes, et en fait, plus j'y pense, et plus je comprends un peu les applications du truc. Ouais. À voir. Goofy, j'aime beaucoup. Pongo, je trouve que les stats sont vraiment faibles. Ouais, mais ça arrive un temps plus tôt. Ça arrive un temps plus tôt, mais c'est 2-3, quoi. Ouais. Donc, un peu en main. En tout cas, bonne decklist. Ensuite, on passe au top 4. Alors là, on ne sait pas qui a fini 3 et 4, je crois. Ouais, Il n'y a c'est pas eu de juste, petite c'est finale. Les gens de la C'est- demi-finale, du c'est coup, les gens en de la troisième et demi-finale. quatrième position, on a Matinias qui, lui, jouait une version Humber Steel avec un mix de la version midrange et un mix Ouais. de la ratio Song. Du coup, il a dû cutter dans quelques ratios pour pouvoir implémenter, en fait, la base Song dans le deck midrange. Mhm. Ce qu'il a gardé du deck midrange, c'est Rapunzel, qui n'était pas joué dans la version Song parce que bah, t'as que des drop 1, donc c'est difficile de Tu peux soigner pas tes trop les drop soigner, 1. ouais. Tu joues pas les beasts parce que ton plan c'est de gagner en combo et pas de disrupter l'adversaire. Ça joue pas les Stitch à 7 non plus quand tu joues turbo combo parce que globalement tu fais trop de value avec A New World et avec Stitch à 6. Et par contre il a cuté dans ses ratios de Stitch à 6 où il en joue que 3 et où il joue que 3 A New World aussi. Il a conservé la lanterne qui est jouée dans la version combo et pas dans la version midrange. Les Cerbères. Les Cerbères, qui sont plutôt de la version midrange, et il a conservé tous les drop 1, et notamment Simba de la version aggro, mais au lieu de jouer 16 drop 1, voire 18 comme certaines versions qui ont gagné les premiers PPG, là il en joue que 12. Mais t'as vu que cette liste-là, c'est vraiment le gars qui s'est assis entre deux chaises, et plus t'écartes les chaises, et plus tu finis par tomber le cul par terre. Ouais. Donc je suis pas méga fan dans l'idée. Moi j'avais essayé justement de mixer les meilleurs des deux mondes, mais j'avais enlevé toute la base Song. Ouais. Qui est peut-être aussi le même écartement de chaise dont je vous parle. Mais c'était mon idée. En tout cas, ça lui a quand même permis de se placer en top 8. Ouais, bah je connais pas le joueur, mais ça me fait penser en fait à un bon joueur qui aurait essayé de mixer un truc. Ouais, complètement. Et il s'en est mieux sorti de par son niveau de jeu Probablement. que par le build. Après, des fois, tu tombes juste sur les bons match-up que tu as essayé de sniper. Tout simplement. Et ça marche bien. Mais ça me fait un peu penser à ça, ouais. Après, bon, il faut quand même plein de bonnes cartes. Bah, après, c'est une pile de bonnes cartes. Dans tous les cas, cette liste, elle fonctionne. Il n'y a pas de galère. Il a le bon nombre d'ancrables, des non-ancrables. On pinaille. Mais par exemple, j'ai l'impression qu'avec 12 drop 1, des fois, il va manquer un peu de patate sur son Stitch. Ouais. Sur son Stitch à 6, par exemple, tu vois. Le Stitch à 7, il va peut-être être trop late game par rapport au turbo combo que propose ce deck-là. Mais en même temps, comme il a mis plein d'éléments mid-range, bah, le deck va peut-être tuer moins vite que la version turbo Stitch. Donc, tu as des espèces d'entre-deux qui sont difficiles à calibrer, mais qui rendent pas le deck mauvais pour autant, quoi. Ouais. D'ailleurs, combien il y a dans non ancrable? Ah non, il y a les Lilo. J'allais dire, il y a encore une fois assez peu dans Humber Steel, c'est la force du paquet. Ouais, il y en a 13 en tout, ouais, mais je pensais qu'il y en avait moins que ça. Ensuite, on a encore Humber Steel, bah forcément, il y en a 4 en top. C'est exactement la même liste, donc les deux joueurs ont dû team ensemble, je pense. Ah non, c'est pas exactement. Il n'y a pas les You Have Forgotten Me. Non, c'est pas exactement la même liste, je dis des bêtises. Dans celle d'avant, non. Bon, mais c'est la même volonté de mixer la liste de Ducky et la liste Turbo Combo Stitch. C'est ça. Et du coup, là, par contre, on a TK contre Ruby Amethyst. Ouais. Ce qui marche bien. Ça marche aussi dans le Mirror contre All New World sur Eve Bleu. Faire défausser 2 puis mettre un body, tu rééquilibres beaucoup la value que peut avoir fait ton adversaire. Surtout s'il le fait en early. Ouais, mais tu te fais un peu avoir dès lors que tu lui fais défausser 2 et que lui derrière fait New World, donc ça marche aussi à l'inverse. Voilà, ça dépend. En fait, ça marche bien quand il vient de le faire. Ça en redéclenche une des fois. Moi, dans les Mirrors d'Amber Steel, c'est une carte que je... À moins que je la top deck et qu'elle soit spécifiquement puissante à faire défausser 2 cartes, c'est une carte que je conserve pas et que je vais ancrer rapidement. En fait, si jamais il peut pas faire turbo Whole New World, souvent il va la faire plutôt tour 5. Ouais. Même s'il la chante, hein, mais plutôt tour 5. Et du coup, c'est au moment où tu peux l'attraper parce qu'il a plus grand chose en main, donc tu lui fais défausser. Mais ça sous-entend du coup que tu l'aurais gardé pour anticiper ce scénario-là. Et je crois que moi je garde pas pour anticiper, mais si elle se présente à ce moment-là... Ouais, tu vas l'ancrer, ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des scénarios, ça m'est arrivé en ladder de faire ça. Alors je jouais pas ce deck-là, mais je jouais cette carte-là. Et du coup, tu attrapes souvent, un peu comme un Magic, les 2 dernières bonnes cartes tu vois, qui restent. Mais c'est super intéressant par contre que les gens essayent vraiment de mixer ces deux orientations qui étaient très définies
pour en faire une espèce de pack qui est capable de s'adapter à la fois à Ruby. En fait, c'est Ruby Amethyst qui pose problème. Et c'est contre lui qu'on veut des Beasts, qu'on veut des You Forgotten Me, qu'on veut pas forcément des A Whole New World, parce que A Whole New World, en termes de mécanique de card advantage, bah, ça en donne aussi à ton adversaire. La boucle Stitch, ça te demande de te commit sur le board, c'est-à-dire d'avoir un board très large. Et en fait, bah, Ruby Amethyst, il adore que ton board soit large. Soyez prête. Pour pouvoir tout raser avec Soyez prête. On cut un peu dans les Rapunzel et tout. Et donc, je trouve ça intéressant que les gens cherchent à faire ça, mais est-ce que ça marche vraiment? On voit qu'au final, le gagnant, c'est une liste qui, lui, a pris vraiment un parti bien défini. Ouais. Bah, c'est les listes qui marchent le mieux quand tu tags bien, en plus, ce que tu cherches à affronter. C'est ça. Ensuite, top 8, du coup, bah, là, c'est entre la 5e et 8e place. Et pareil, ça, pas pareil, de on est sur un mix and classement twist. particulier. Mix and twist, il y a que les ratios qui changent un peu, mais pas grand-chose à dire de plus. Là, par contre... Là, tu vas pouvoir dire des choses. Là, je peux dire des choses. J'ai un peu testé ce... Ah bah je peux zoomer, mais c'est moins bien pour vous. Non, donc je ne zoome pas. Ça, ouais. Dédé Falcon qui a joué ça, et ça je l'ai testé en ladder Pixelborn. Alors c'était un petit peu random les gens que j'ai affrontés et tout, mais juste en termes de sensation de jeu, c'est très étrange. En fait on joue des cartes que l'adversaire ne veut pas ou ne peut pas cibler, donc Pascal, Flynn Rider, Cheshire Cat. Il n'a pas du tout envie d'aller attaquer là-dedans, parce qu'il perd une carte de sa main, ou il perd la carte qui tue le Cheshire Cat. On joue des Jasper, qui obligent l'adversaire à attaquer tes bêtes. Et on joue aussi John Silver, qui n'est joué que dans ce deck-là, enfin quasi que dans ce deck-là, Ouais. qui oblige pareil l'adversaire à attaquer dans tes bêtes comme Flynn Rider ou Cheshire Cat. Donc tu peux faire des espèces de situations de board un peu étranges où il doit attaquer ou alors ne rien faire. Ou en late game, si jamais c'est la course au lore, bah, comme tu l'obliges à attaquer, toi tu lore, lui il doit attaquer. Il est pas content parce qu'en plus c'est John Silver et Jasper qui font cet effet-là en lorant. Donc tu y as vraiment, enfin c'est un peu écrit sur la carte ce que ça implique de faire. On joue les drop 5 qui sont Cusco et Madater qui vont lorer énormément tout en se protégeant pour Cusco. Le but un petit peu du deck, c'est vous montez à 17 de l'or, vous jouez Cusco. Enfin, c'est vraiment très dur dans le méta de gérer Cusco avant qu'il ne lore 3. La plupart du temps, c'est en utilisant justement Soyez prête. Mais il n'y a que Soyez prête qui peut le gérer parce sinon, que lui a la ward. Voilà, sinon tu peux pas. Tu peux pas utiliser d'effet de carte, tu peux pas utiliser Elsa pour l'engager, etc. Et tu peux pas l'attaquer parce qu'il est pas engagé. Et tu ne peux pas attaquer parce qu'il est pas engagé. Donc il est là vraiment en fait Cusco quasi tout le temps. C'est pour 5, je vais l'aurai au moins 3. C'est ça. Et trader une bête. Ça veut dire que Ruby Amethyst doit stabiliser pour te battre avant les 17 PV, ou alors garder des Soyez prêtes, ce qui globalement pourra pas faire parce que le deck te demande trop de gestion en early game, qui doit t'écraser avant. Il y a quand même des solutions pour Ruby Amethyst. Il y a Soyez prête et il y a les Aladdin qui enlèvent du lore, donc qui permettent de ne pas mourir quand tu te prends un Cusco à 17. Ouais, même des Ursula. Ursula, voilà, même si c'est pas, c'est un peu cher, donc des fois Ursula c'est un peu tard. Mais Aladdin ça arrive assez tôt. Qu'est-ce qu'on a aussi? Tinkerbell, pas très fan. Honnêtement, alors je vois pourquoi parce que c'est insaisissable, mais je l'ai souvent ancré, tout comme le Peter Pan à 3. C'est comme Pongo, t'aimes pas les 2-3 pour 4 qui sont évasives? En fait, je trouve que dans le méta actuel, c'est un peu bizarre, surtout quand tu joues contre Amber Steel, ils font une race qui met 3. Ouais. Du coup, en fait, t'es Tinkerbell, ton Peter Pan, ça meurt, alors qu'au contraire, ton Jasper, ton Cusco, ton Madater, ils survivent très bien. Enfin, très bien. Ils survivent. Est-ce que c'est juste que fonctionnellement, comme ce sont... Enfin, en tout cas, le vert est pas forcément la meilleure couleur, et donc t'as pas énormément de bons playables, on a juste pas mieux à mettre. Peut-être. C'est un peu ça. Si tu voulais restructurer la liste et que tu regardais ce que tu veux rentrer, tu rentrerais peut-être rien de mieux en fait. Après Ruby Amethyst, tu joues Tinkerbell, il est pas content. Bah ouais. Il est pas content du tout. Par contre, Peter Pan, je me demande s'il n'y a pas un autre drop 3, un autre spell, peut-être un Mother's No Best en plus. Parce que vraiment. Ça m'étonnerait pas. De toute façon, il n'y en a qu'un exemplaire. Tu peux me mettre un Rafiki de plus. Il y a des listes à 3 Rafiki, c'est pas du tout gênant. Tu peux même aller, on est fou, tu peux même jouer des génies à 6, tu vois. Soyons dingo, il y a des listes aussi qui le font. J'ai l'impression, plus je théorise un peu la liste sans l'avoir joué, que ça a l'air vachement fort contre Ruby Amethyst ce deck là, et que c'est en partie pour ça qu'il est si populaire, notamment aux États-Unis. Ça a l'air vachement bien d'attaquer Ruby Amethyst avec ça. Lui doit avoir vachement de mal à conserver ses Soyez prêtes tout en limitant ton lore et en battant le dernier Cusco. Je pense que c'est une mécanique qui est trop dure si tu joues bien le deck. Par contre, tu dois te faire empaler pour Amber Steel, quoi. J'ai peu affronté le deck, et en fait, les fois où je l'affrontais, il faisait des sorties de fou. Mais le deck est fou. Le deck est fou. Le deck est dingo. Mais honnêtement, la partie combo wide, en fait, on prend pas le board avec ce deck. Donc en fait, les versions Stitch, c'est très dur. Mais les versions midrange, ça va. T'es mieux contre les versions midrange que les versions Stitch parce que les versions midrange, elles tendent un petit peu à contrôler la game et du coup à moins vite la clore et du coup te laisser plus le temps de le lorer.
Et juste, il y a Tinkerbell, quoi. La boucle Tinkerbell, elle te démonte. Mais justement, contre Tinkerbell, on a 3 Mother's No Best et j'aurais envie d'en jouer un quatrième, mais Juste ça ne pour s'entre bouncer pas. la Tinkerbell avant qu'il y ait l'alter. Ou même quand elle altère, parce qu'elle Ouais. fait un dégât, et du coup, tu bounces. Sauf s'il peut chanter dans le tour. Et Sauf là, s'il chante, là où mais là, t'es c'est ba- la sortie. c'est là où t'es battu. Hein. C'est la sortie champagne, mais s'il chante Ouais. pas dans le tour, tu bounces. Et justement, comme je disais, tu peux un peu esquiver ça en faisant Jasper dans Cusco Ouais. ou Madateur pour justement ne pas mourir sur une brasse. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'endurance. On essaie d'avoir pas mal d'endurance pour ne pas mourir sur des trucs comme ça, quoi. Pareil, Megara, au début, je trouvais que c'était pas bien. Enfin, que c'était mi-figue, mais en fait, ça te permet de faire des bons trades et quand même d'avoir un truc à deux, autour d'eux. Ouais. Potentiellement, Génie, c'est important d'avoir une 2-3 et ça protège très bien ton Pascal. Olaf aussi, ça fait bien le taf. C'est chiant d'aller gérer un Olaf, notamment en late game. Ouais. Et du coup, le Olaf, il va faire ses petits marqueurs lore à la fin. En fait, c'est une carte qui soit répond à des lilos, très bien, soit va chercher les derniers points de lore parce que 1-3, il faut mettre des fois plusieurs bêtes pour la chercher. C'est là où l'Orcana est excessivement bien pensé pour bien les détracteurs du jeu. Les 1 qui lore 2, du coup c'est des turbo lore. Les 2-2 pour 1, elles viennent attaquer les 1-1 qui lore 2 et donc du coup elles les battent mécaniquement. Mais les 1-3, elles se passent trop bien dans cet espace-là parce que les 1-3, elles trade tout. Qu'on trouvait nul à la base. Les 1-3, elles se font pas trader par les 2-2, donc elles ont le temps de lorer 2 fois et en plus elles vont trader les 1. D'ailleurs, elles ne sont pas dispo dans toutes les couleurs actuellement. Mais le vert arrive. Mais bientôt, voilà, il y en a plus. La mi-fine qui sera la mi-fine, exactement. Donc, et le Hans, j'en ai pas parlé, c'est Dieu. Lui, c'est le GOAT. Trop bien. Donc, cette liste-là, ça a l'air vachement bien contre Ruby Amethyst, je pense. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est populaire. Et on le précise, c'est une des listes les plus compétitives à moins de $200. Ouais, c'est vraiment une liste budget. En plus, j'ai la chance, moi, d'avoir ouvert 3 June Silver. Donc, je me dis. Il me reste les Cusco, ça vaut un petit peu de sous, mais sinon. Moi, je joue pas. T'as déjà 4 Cusco? Ouais. Ok. C'est tout. On peut faire des trucs à tout. J'ai 2 Cusco foil. Je vais en acheter un foil. J'adore Cusco. Et un peu de pioche, du coup, avec les amis de l'au-delà et Maléficiente qui font un très bon taf. Beefudle, honnêtement, je m'en suis jamais servi autre que comme une encre. Mais bon, c'est une encre. Ça, ça sert, ça. C'est parce que t'as pas affronté de Simba, c'est pour ça. En fait, Simba, je l'ai bouncé souvent avec ça. Oui. Parce que j'avais pas Beefudle. Mais voilà. Mais quand il y a Simba, que j'enlève Simba, qu'avec mon génie, je vais chercher le drop 1, et qu'avec mon petit Pascal, je lore encore, ça fait pour ça que Beefudle, c'est fine. Ouais. Donc, très bonne decklist, mais attention, quand vous jouez à d'autres decks, d'autres decks du format, que vous jouez ça d'un coup, vous êtes perdu. Hein. Ça n'a rien à voir, ça ne se joue pas du tout comme on joue à l'Orcana d'habitude. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Je pense que c'est faut réapprendre à jouer un peu. C'est la meilleure version d'un deck aggro, et c'est vrai que l'Orcana nous a beaucoup poussé à contrôler ou à midrangiser notre gameplay au début du jeu, en fait. Et on a très vite trouvé Ruby Amethyst parce que c'était un assemblement de bonnes cartes, et Ruby Amethyst, tu gagnes la partie quand t'es à 0 lore, on s'en fout, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que ça, ton but, c'est de lorer. Mais en fait, c'est étrange, mais t'as beaucoup de cartes, notamment tes Flynn et tes Cheshire Cat qui lore à 2. Et en fait, avec très peu de cartes, tu lores beaucoup. Ouais. Et l'adversaire veut pas les gérer, donc au début, il se dit tant pis, je tue pas. Et quand il veut commencer à gérer, c'est trop tard. Il stabilise à 15-16 de l'or et c'est très compliqué. C'est ça. Donc c'est un peu turbo lore, et en même temps, tu turbo lore avec que dalle. Genre, ton Pascal, souvent dans la game, il va te faire gagner 3-4 $ avant d'être géré. Ouais. Et Flynn Rider, Cheshire, ça fait un vrai taf, quoi. Bon, plutôt intéressant. On va passer à d'autres listes plutôt intéressantes aussi. Ici, on a Saphir Émeraude. T'as vu comme c'est carré, ça? C'est très peu joué comme association de couleurs. Le joueur Zundo, qui est un joueur de Dragon Ball Super Card Game, un très bon joueur d'un autre TCG pour le coup, s'est placé en top 8. Ils étaient quand même 4-5 dans la salle à jouer ça, donc j'imagine qu'ils sont peut-être venus en team. Cette liste-là, moi, ça m'intrigue beaucoup. Ils jouaient ces couleurs-là, on ne sait pas s'ils jouaient les mêmes decks. Ouais, mais bon. C'est tellement peu joué que je théorise qu'il y a une espèce de connivence, tu vois. Ouais, peut-être. Ça m'intéresse pas mal de vouloir ramper, entre guillemets, et jouer les bonnes cartes bleues comme Hades avec la base verte qu'on a présentée sur la decklist d'avant, notamment avec Cusco et Mad Matter. Je trouvais ça intéressant. Par contre, quand j'ai compté le nombre de non-ancrables dans la liste, on est à 22 non-ancrables, et ça... C'est énorme, ouais. Ça, pour moi, c'est un no-go. Ça t'oblige à faire un mulligan bizarre, parfois. Ouais, mais moi, tu vois, avec 16 non-ancrables dans Ruby Amethyst sur 60 cartes, je suis obligé de mulligan plein de mains non fonctionnelles. Ouais. Et des fois, même après mulligan... je pense que c'est comblé. Tu souffres, quoi. En tout cas, s'il arrive à faire top 8, c'est que ça n'a pas dû trop le gêner. C'est un bon joueur. Hein. Le joueur peut carry la liste. Hein. Même si c'est un bon joueur, si la liste n'est pas fonctionnelle, il aura du mal. Alors, je pense qu'avec c'est pas qu'elle n'est pas fonctionnelle, c'est que tu es très variancé sur tes sorties. En fait, Gromertala, Mickey Mouse et One Jump Ahead, je pense que ça comble le fait que t'es pas assez d'ancrable et que c'est une espèce de mathématique
pas instinctive, mais qui du coup a fonctionné. Ou doit fonctionner avec ce deck-là. Peut-être, mais en tout cas, je m'y risquerais pas, juste Mm. d'un point de vue purement théorique. Ouais. Bah, si je devais. Je vois cette liste, je sais pas ce qu'elle a fait. Hmm. Je cutterais, je pense, quelques non ancrables. Par exemple, les génies. Je cutterais peut-être 2 génies pour 2 cartes qui s'ancrent Moi, j'aime pas pour rééquilibrer ça. les one jump ahead. Ouais, bah en fait, c'est une Mais... carte enfin, qui t'accélère et qui ancre, même si elle ne Ah, mais s'ancre pas. en début de game, c'est très bien. Mais dès que tu l'as en mid-late game, ça fait plus trop le job. Non, mais Ouais. après, par contre, pour le reste de la liste, l'ambition qu'a la liste, Mm. l'association de couleurs et ce qu'elle veut faire avec les John Silver, les Robin Hood, les Hades, le Cusco, le Ouais, Mad c'est cool, Matter, ouais. c'est vraiment prendre en compte la performance nouvelle de Green actuellement avec Mhm. Amethyst et essayer de coupler ça avec le bleu. Je trouve ça très très intéressant. Mais Ouais. voilà, j'ai peur sur le ratio de non ancrable qui est peut-être, comme tu le dis, un peu gommé avec cette histoire de rampe. Mais Ouais. écoute, faut tester, hein. Faut tester. En tout cas, Ouais. il a fait top 8, donc GG à lui. Très stylé comme liste et j'ai affronté notamment une liste assez similaire. Et quand il fait des Hades, des Maléfiques, des Let It Go, Ouais. franchement, le late game est très dur. Hmm. C'est très très dur. Dernière decklist, je crois, du top 8, ouais, dernière decklist qui est Saphir Améthyste avec Belle du coup, enfin un peu Belle contrôle, Ouais. même si on joue pas que Belle dans la Non, decklist mais évidemment, c'est mais ton turbo lore de late game et tu la c'est ça. protèges avec des aurores, c'est l'ambition C'est- principale du pack. Au lieu de contrôler l'early game en fait pour jouer des gros drops de late game, là en fait on va ramper Tu t'accélères sur tes hauts avec les drops de late game. Mickey et les grand-mères Talia. Tala? T'as Talia? là. Tala, ouais. D'ailleurs, quand vous jouez grand-mère Tala, je le vois sur le ladder, je le dis au cas où, tuez là en attaquant, même si vous tuez pas une créature adverse, juste pour C'est avancer en juste fait. pour C'est ramper, le hein. but de la carte. Ne l'aurez pas les 4-5 premiers tours, puis après Ouais, suicidez-la. on s'en fout. Non, c'est vraiment, dès que vous pouvez, vous l'envoyez dans une Bah, bête, elle vous meurt. préférez accélérer votre plan de jeu parce que vos nombres de lore n'ont Hmm. aucun impact dans ces listes-là. Vous allez juste Ouais. jouer 2 belles qui lore pour 5 en late game. Et du coup, vous allez faire OK, je lore pour 10, j'ai gagné, dès Hmm. lors que vous allez épuiser les ressources de l'adversaire. Ouais. Moi, j'ai joué une version qui m'était propre de Saphir Améthyste, dans l'idée de reprendre un petit peu la domination de Saphir Steel sur Pixelborn il y a quelques semaines, et transposer le côté anti-aggro de Steel à un côté anti-contrôle avec Améthyste, tout en gardant la puissance du bleu, notamment les Belles et les Hades. Et j'avais trouvé ça vraiment fonctionnel, plutôt intéressant. Ça reprend un peu cette idée-là, sauf qu'ici il y a quelques nouveautés. Lui joue la base facilier avec le drop 7 et le drop 2. Je ne l'ai Mhm. pas testé, donc j'ai pas forcément d'avis dessus, mais par contre sur le reste, le côté je vais jouer plein de payoffs de late game avec des Hades et des Elsa. Moi je jouais pas forcément d'Ursula, tout en troquant la gestion de l'aggro en early game pour de la Ouais. rampe. Bah, ça marchait très très bien, notamment contre Amethyst Ruby, Mhm. pour pouvoir justement commencer à jouer des payoffs avant lui. En vrai, même si t'es un peu faible face à gros parce que t'as pas de gestion, tu peux un peu le prendre de vitesse. Et une Elsa, ça te fait gagner tellement de tempo Ouais. que t'es quand même capable de battre les agros. Cela dit, attention, toutes les bases vertes et tout, à mon avis, je pense que ça vous prend et ça vous décape. Ouais. C'est ça le Bah, problème de tu cette liste-là. touches pas le board, tu dois le toucher plus tard avec Tu le touches trop tard. trop tard, voilà. À moins que tu aies vraiment genre Archimède dans Facilier, dans Rafiki, T'as même et pas soigné encore. prête pour battre les Cusco, donc Ouais. Donc c'est un peu difficile. Bah moi typiquement j'ai affronté ce deck-là avec Emerald Emerald Amethyst. Amethyst, ouais, c'est Et en pour ça. fait comme j'ai obligé sa belle à m'attaquer, Ouais. du coup bah il m'attaquait pas pour pas la perdre, Hmm. bah il aurait pas. Bah Et ouais. en fait juste il était pieds et poings liés. Mais très intéressant. Ça, je pense que si je jouais pas à l'Orcana, juste je vois les decklists, j'aurais pensé que ça c'était vraiment top tier. Parce que ramper dans énormément de payoff avec plein d'effets très puissants comme Hades et tout, avec Libérer et Délivrer et tout, ça a l'air d'être un deck très puissant. Mais en fait, les faiblesses vont venir de, bah, comme tu dis, de Les decks tous les aggro. match-up aggro, les Cusco que tu gères pas, tout ça. Tu Quoi. vas avoir beaucoup de mal contre Stitch Combo parce que tu n'as Ouais. aucune gestion de 1 pour 10. Tu n'es Mm. pas capable de remove un board. Ouais. Tu dois, toi, composer avec ton board et matcher celui de ton oppo. Sauf que quand le board de ton oppo, c'est un Stitch qui fait plein de drop 1, qui va Mm. lorer plein, et enfin, tu te fais dépasser par ça. Tu vas perdre contre toutes les bases vertes aggro. Par contre, ton positionnement, il est pas débile. C'est de battre Humber Steel midrange et de Ouais. battre Ruby Amethyst. Les meilleurs decks. Ouais, Enfin, les decks les plus représentés. En tout c'est cas. ça. Et en plus, c'est budget, il y a que 15 légendaires. Un quart du deck. Bon, après, on connaît Ruby Amethyst, donc je suis plus choqué, mais Ah, il y a autant de légendaires peut-être un chouïa moins, parce que 15, là, il y a hein. les belles qui se rajoutent. Il y a Ouais, on n'est pas loin, je crois. 15. Ah bah attends, on va voir vite fait. En tout cas, très intéressant Ouais, comme ouais. decklist. 2, 5, Il y a Mickey aussi. Mickey, donc ça fait 7, 11. 11. Ah, mais c'est une version budget du coup.
Ah, c'est une version budget, il y a que 11. C'est pour ça. Ouais. Ok, non, ouais, Ah, effectivement, 15 c'est légendaires. encore plus cher. Bah, du coup, Ouais, je vais jouer ce 15. deck-là. Une carte sur 4 est légendaire. Mec, imagine full foil là. Ton oppo il tombe, il se Ah ouais. liquéfie de En l'argent plus, que tu attends, lui mais montres. tu peux mettre des versions enchantées, non? Ah oui, tu Il y a peux. Belle, Il y a Belle et Elsa. il y a Belle et Elsa, ouais, nickel. Putain. Ah, C'est si le vous boss. avez vraiment 2-3 euros qui traînent, vous faites ce Après, deck-là full pimp. Understeel, c'est chéro aussi hein, avec les 4 Stitch et tout. Hein. Tu peux montrer la liste du gagnant là. Ouais. Faut y aller. Hein, parce Il y a que 4 Rapunzel et... voilà, les cartes les plus chères, c'est Rapunzel. Donc 4 Rapunzel, 4 Stitch, c'est pas donné. Après, pour le reste, t'as les Ah ben, Tinkerbell qui ont le prix d'une légendaire. J'en ai acheté une, histoire de C'est normal. 60 balles. En C'est français, normal. j'ai fait, Enfin, non, c'est pas normal que ça coûte 60 balles. Moi, j'ai payé un peu plus cher. j'ai acheté ça quand ça coûtait 25 euros et c'était déjà peu normal. On espère que le marché va se réguler. C'est un autre sujet dont on a déjà débattu. Et bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, petit point méta sur le plus gros tournoi ever, je crois. Bah ouais, Sur pour l'Arcana, en tout l'instant, cas en papier. Peut-être qu'en Pixelborn, il y a des plus gros, je sais pas, mais en papier, très gros tournoi. pas quoi. Et c'était en France, je crois que c'était à Lyon. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était à Lyon. Donc ça fait plaisir. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec nos autres chaînes YouTube et notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, C'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.